Monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La commission est réunie aujourd'hui afin de procéder à l'étude du volet éducation primaire secondaire, incluant la formation professionnelle, des crédits budgétaires du portefeuille éducation pour l'exercice financier 2026-27. Une enveloppe de 5 heures a été allouée pour l'étude des crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la présidente. M. Zanetti, Jean Lesage est remplacé par M. Nadeau-Dubois-Gouin et Mme Gentile-Corps-Terrebonne est remplacée par M. Bérubé-Matane-Matapedia. Merci, Madame la secrétaire. Donc, nous allons procéder à une discussion d'ordre général, incluant les questions et les réponses. Et la mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps alloué, donc aux alentours de 18h30 ce soir. Donc, je suis prête à reconnaître une première intervenante de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange de 14 minutes 40 secondes. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Salutations, chers collègues. Merci également donc, à l'ensemble des professionnels du ministère de l'Éducation qui sont derrière nous et avec lesquels nous aurons le plaisir de passer une longue journée. Madame la Ministre, je plonge directement. Donc, vous le savez, je l'ai souvent évoqué. Donc, la dernière année, elle a été difficile dans le réseau de l'éducation. L'été dernier, des compressions surprises ont été annoncées au réseau. Donc, il y a eu donc un réinvestissement. Vous êtes arrivé en poste, votre prédécesseur a démissionné. Il y a eu énormément de soubresauts donc, qui ont causé donc, une rentrée scolaire que d'aucuns ont qualifiée de pire rentrée scolaire donc, des 15 dernières années. Dans toute cette saga des compressions, donc, on arrive à un moment de l'année, donc nous sommes au mois de mai, on est un peu plus en mesure donc, d'effectuer un bilan de tout ce qui s'est effectué. Puis c'est là-dessus que j'ai envie de commencer parce que j'ai l'impression que c'est une grande priorité pour les professionnels du réseau de l'éducation. Quand vous êtes arrivé, il faut le dire, donc vous avez posé donc un geste qui était attendu, donc on vous le demandait, mais vous êtes arrivé un peu sur le tard, mais quand même donc rapidement par la suite, donc vous avez levé les cibles de TC. Donc je veux peut-être arriver avec ça parce qu'on le sait, le réinvestissement était conditionnel, à quelques éléments, dont les cibles de TC. Puis c'était un des éléments qui était un non-sens. Puis je veux savoir. D'abord, donc vous, quand vous êtes arrivé et que vous avez dit, OK, ça a bien de l'allure donc de lever ces cibles de TC-là, est-ce que vous savez quel montant devait être sauvé pendant l'année scolaire avec cette mesure budgétaire-là qui est imposée? Oui, mais merci, chers collègues. Vous allez me permettre de prendre peut-être un peu de temps à peine parce qu'on a quand même 5 heures devant nous pour saluer tout le monde et remercier les équipes qui m'entourent, à qui je donnerai peut-être, avec le consentement de mes collègues, la parole de temps en temps pour arriver dans des précisions quand on sera peut-être dans des choses plus pointues, mais de les remercier pour tout le travail qu'ils effectuent parce qu'année après année, la préparation des crédits budgétaires, c'est toujours un travail extrêmement fastidieux pour les équipes gouvernementales. Donc, je vais prendre le temps de les remercier au début. Je vous les présenterai pas tous, mais je prends le temps de les remercier parce qu'ils m'accompagnent et de remercier mes collègues de la banquette gouvernementale qui m'accompagnent aussi dans ces crédits-là. Oui, bien, je vais peut-être commencer par un peu, si vous me permettez, avec beaucoup de respect, corriger une prémisse de votre question. Il n'y a pas eu de compression l'an passé. Le gros enjeu de l'an passé était à 2 niveaux. Premièrement, les règles budgétaires sont arrivées très tardivement au niveau des réseaux et beaucoup d'embauches avaient été faites par les réseaux sur des budgets qu'ils ne connaissaient pas encore. Donc, naturellement, ça faisait en sorte que, malheureusement, ils avaient engagé sans connaître les budgets qui étaient disponibles. C'était une première chose et on pourra l'aborder plus tard. On va régler cet enjeu-là de la prévisibilité avec les règles budgétaires qui seront déployées de façon beaucoup plus hâtive, donc beaucoup plus tôt cette année qui est une des demandes du réseau, c'est-à-dire de leur donner le plus de prévisibilité possible. Pour ce qui est de la question la plus particulière des ETC, la règle budgétaire était écrite de façon telle qu'effectivement, elle empêchait de dépenser les budgets disponibles, même s'ils étaient disponibles. Et moi, je vais parler pour moi, puis je vais parler du Trésor. Il n'y avait jamais été intention de faire en sorte de contrôler, surtout pas au niveau des réseaux. Là, il y a eu des règles d'ETC, des plafonds d'ETC qui ont été mis ailleurs dans le grand appareil gouvernemental, en particulier dans la fonction publique, mais on va distinguer le ministère du réseau. Donc, certainement pas dans le réseau. Il n'y a jamais eu de plafonnement ou de règles de plafonnement ou de réduction d'effectifs dans les réseaux. Donc, effectivement, moi, quand je suis arrivée en poste en septembre,
j'ai fait la rencontre de beaucoup de gens, dont les centres de services scolaires, et on m'a expliqué que la règle qui est à la 036 ou 034, vous allez m'excuser si le numéro n'est pas bon, mais on sait de quoi on parle, faisait en sorte de plafonner, alors que l'intention, et je vais me placer du côté du Trésor, l'intention avait été plutôt de faire un suivi, donc une cible, on en a parlé d'une cible par la suite, de faire un suivi. La règle cardinale étant, naturellement, le fait que tous les centres de services scolaires ne peuvent pas faire de déficit, donc doivent respecter leur budget. Mais l'idée n'était certainement pas de les empêcher de dépenser leur budget et de pouvoir engager. Donc, le plus rapidement possible, parce qu'il faut faire des modifications, il faut que tout ça passe au Trésor, il faut trouver la meilleure façon de faire descendre la nouvelle consigne sans créer un autre effet qui n'était pas désiré, donc celui de plafonner. Donc, le plus rapidement possible, bien, avec les équipes du Trésor et les équipes du ministère, on a trouvé la façon de, je dirais, débloquer cet enjeu-là et de faire du plafond de TC une cible. Pourquoi une cible? C'est parce que 80% de la rémunération des centres de services scolaires, c'est des ETC. Les ETC, c'est des employés temps complet, des équivalents temps complet. C'est quoi des ETC? C'est des gens, c'est de la paye, c'est du salaire. Donc, on va peut-être parler... Donc, c'est de la rémunération. Donc, la règle était de leur dire, ben, vous devez respecter votre budget, suivez vos cibles. Donc, on en voit encore cette année. C'est pas une cible, c'est une estimation. Donc, on leur donne une fourchette qu'on pense de leurs besoins en fonction de leur budget, en leur disant, ceci n'est pas un plafond, c'est maintenant une estimation de ce que vous pourriez avoir besoin comme ETC en fonction de votre clientèle, en fonction de ce qu'on connaît de votre réalité. Maintenant, vous avez un budget, suivez votre cible, je vais continuer à dire le mot cible, suivez votre cible parce que c'est un indicateur de savoir si vous approchez de dépasser votre budget ou non. Donc, c'est une belle façon de gérer votre budget. On va continuer à suivre ces indicateurs-là, mais ce n'est plus une cible. Ce n'est plus une cible depuis septembre 2025. On est rendu en 2026, hein? Oui. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est ça, de la mesure 16036, mais je suis surprise un peu, Madame la ministre, parce qu'un peu donc, dans la réponse que vous avez donnée, vous me dites, bien, en fait, il ne s'agissait pas de compression, là, de mémoire. Je veux dire, même votre prédécesseur, à un moment donné, donc, avait reconnu, donc, il y avait eu donc, des compressions dans le réseau. Donc, c'est un peu... Vous comprenez qu'il n'y a pas grand monde dans le réseau de l'éducation qui a retenu qu'il n'y avait pas eu de compression l'été passé. Puis si ça n'avait pas été des compressions, je ne pense pas qu'on aurait parlé d'un réinvestissement par la suite. Alors, il y a eu un effet... Bon, je vais vous parler, moi, du point de vue... J'ai eu le privilège d'être au Trésor pendant 5 ans et demi, donc d'avoir suivi aussi les budgets. Là, je ne les connais pas tous par cœur. Là, je me suis replongée dans le budget de l'éducation, mais suivi les budgets santé, éducation, le ministère du Transport. Il n'y a jamais eu de compression dans le budget de l'éducation. Par contre, je suis d'accord que l'effet des règles budgétaires, le moment où elles ont été déployées, et 2, la fameuse 036, pouvait donner un effet de compression parce qu'elle empêchait effectivement de dépenser leur budget de façon adéquate. Et là, il y a eu des embauches qui ont été faites. Donc oui, on a eu du réinvestissement. On a refait avec le Trésor, puis moi, j'étais Trésor à ce moment-là, je suis maintenant éducation, mais j'ai participé à l'exercice avec le Trésor dans le courant du mois de juillet-août, une réévaluation plus pointue de la clientèle, donc une meilleure règle d'évaluation de la clientèle. Et là, on a réinvesti effectivement pour s'assurer que les besoins étaient couverts. Donc, c'est l'effet de plusieurs choses qui ont donné une impression de compression, mais il n'y a jamais eu de coupure dans le budget d'éducation. Mais oui, je peux comprendre que du point de vue du terrain, l'effet combiné de tout ça a donné l'impression de compression. Et le réinvestissement était aussi tributaire du fait qu'on a remis avec éducation et Trésor, on s'est mis, on étant le gouvernement, là, mais ces deux entités-là ont trouvé une façon de bien calculer la clientèle parce qu'il y avait des difficultés d'écart, des fois de calcul de clientèle. Bien, en fait, ici, c'est parce que ça m'inquiète un peu, puis je m'en allais pas nécessairement là, mais vos propos m'inquiètent un petit peu, Madame la ministre, parce que, en fait, dans son discours inaugural, la première ministre a dit qu'elle déposerait un projet de loi pour essentiellement donc éviter les compressions, mais là, vous nous dites, et dans
le sentiment public, l'objectif de cette promesse électorale-là, c'est de s'assurer que le réseau ne revive pas qu'est-ce qu'il a vécu l'année passée avec votre prédécesseur. Mais là, vous nous dites, bon, en bout de ligne, il n'y en a pas eu de compression, il y a juste eu une impression de compression. Donc, est-ce que le projet de loi que vous allez déposer pour répondre aux besoins du réseau d'éducation, est-ce qu'il va juste être là pour empêcher les compressions ou aussi pour les effets de compression? Bien, parce que là, ça ne changera rien de si on va pouvoir revivre exactement qu'est-ce qu'on a vécu l'année passée malgré le projet de loi de la première ministre. Le budget d'éducation, depuis 2018, a augmenté de 62 %. Je n'ai pas en tête l'inflation sur ces 18 années-là, mais le budget d'éducation est en moyenne de 7 % là, par année. Là. Je fais une règle rapide, là, de calcul rapide, 6 à 7 % par année. Ça dépasse amplement l'inflation d'année après année. Et c'était le cas de l'année en question. Le budget d'éducation couvrait les coûts de maintien de service. Maintenant, ce que la première ministre dit, c'est qu'on veut s'assurer, dans le futur, que c'est encore le cas. On a fait, nous, le travail depuis 8 ans. On a haussé les budgets d'éducation. On les a même haussés à une valeur supérieure que l'inflation. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place. On a ajouté beaucoup d'éléments, des aides à la classe, du soutien. Donc, il y a beaucoup de choses quand on fait le budget d'éducation. Donc, on a compensé l'inflation, mais l'inflation, il faut faire attention, là, c'est un coût, c'est un élément qui est pris en compte dans le coût de maintien de service, parce qu'à l'éducation, on parle plus du coût de maintien de service. Donc, combien ça coûte pour maintenir les mêmes services, plus les mesures du budget? On pourra en parler, on aura du temps pour tout faire ça. Donc, ce que la première ministre veut, c'est s'assurer que dans le futur, les services aux élèves soient financés adéquatement. Et c'est ce qu'on est en train de regarder avec le Trésor et Finances, à titre d'exemple, pour trouver la meilleure solution pour garantir que ce qu'on a fait depuis 8 ans nous survive finalement. Bien, alors, essentiellement, ce que vous nous annoncez aujourd'hui, c'est que le projet de loi que vous comptez déposer, bien, ça ne changera absolument rien aux 8 dernières années. Là, vous dites, on veut juste s'assurer que ce soit encore le cas. Bien, la mesure qui va être prise avec laquelle on va décider d'adhérer, qu'on va trouver, la bonne façon de le faire pour remplir la promesse de la première ministre, ça ne sera pas rétroactif, ça. Ça va être à partir du prochain budget. Le budget actuel, il est déposé. Puis les 8 dernières années, l'augmentation de 62 % sur 8 ans, elle est faite, elle est pérennisée, elle est en grande partie intégrée dans la base budgétaire du ministère de l'Éducation. Donc, ça demeure. Et il n'a jamais été dit qu'on allait faire ça de façon rétroactive. Puis il n'a jamais été dit que dans les 8 dernières années, on n'avait pas couvert les services aux étudiants. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que ça allait toujours être le cas. Donc, on est en train de trouver les meilleures solutions pour le faire avec Trésor et Finances, pour s'assurer que dans le futur, l'éducation soit toujours pourvue comme il se doit, comme elle l'a été dans les 8 dernières années, parce que je n'ai jamais entendu la première ministre dire que ce n'était pas le cas dans les 8 dernières années, et je ne l'ai jamais entendu dire que ça allait de toute façon être rétroactif. Et le budget qui a été déposé en mars dernier par mon collègue, bien, les coûts de maintien de service, c'est 2 % puis le budget d'éducation, c'est 3 %. Donc, on couvre les coûts de maintien de service. Il n'y a personne qui pense que le projet de loi a pour but d'être rétroactif. Là, ça, c'est clair, Madame la ministre. Mais la question que je vous pose, là, c'est qu'il y a le réseau qui a subi des compressions qui étaient excessivement difficiles. Il y a du monde qui nous ont dit qu'ils étaient absolument tannés, puis qui a l'impression que l'éducation, que ce n'était pas la priorité, puis la priorité des priorités de la CAQ, qu'on en avait prétendu que ce l'était au cours des 8 dernières années. Ça a été excessivement difficile. Puis là, vous nous annoncez ce matin qu'en bout de ligne, vous allez déposer un projet de loi pour changer absolument rien. Et là, vous dites que la première ministre n'a jamais dit a jamais admis les compressions de l'année dernière. Mais pour vous dire à quel point il semblait tellement y avoir un lien de cause à effet dans le cadre de la course à la chefferie de la CAQ. Quand on lit l'article de mars dernier de la presse canadienne, on voit donc l'aspirante chef de la Coalition Avenir Québec donc vous promet de protéger les services aux élèves en faisant croître les budgets au minimum au rythme de l'inflation. L'été dernier, son rival dans la course, l'ex-ministre de l'Éducation, avait imposé des restrictions budgétaires de 510 millions au centre des services scolaires pour éviter qu'un tel épisode se reproduise. Elle s'engage à déposer un projet de loi garantissant l'indexation des budgets au minimum à l'inflation. Mais là, vous nous dites que ça n'a rien à voir avec l'épisode des compressions de l'été passé, que tout va bien, Mme la Marquise, il n'y a jamais eu de compression dans le réseau de l'éducation. Puis le projet de loi fait juste s'assurer que
ce soit encore le cas? Bien, Madame la parce que ministre. vous me posez la question, il y a déjà eu des compressions dans le réseau d'éducation avant 2018. Donc, ce qu'elle a dit, la première ministre, c'est que notre nouveau gouvernement protégera les budgets du service aux élèves de toute future compression budgétaire. Donc, ça on ne veut change s'assurer. rien. Donc, le ministre Bien, ça va revivre assurer que dans le qu'est-ce qu'ils ont futur- vécu l'été passé. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous annoncez. Mais ça va assurer que dans le futur, il y aura Donc, le projet de loi, il est utile. que les services aux élèves vont toujours être couverts par le budget d'éducation. Donc, c'est un legs qu'on veut laisser, puis c'est ça qu'elle veut faire aussi avec son prochain gouvernement. Donc, c'est de s'assurer de ça. Ou même oui, il y en a eu, mais avant 2018. L'été passé font partie de votre legs qui va être protégé avec ce projet de loi-là. Bien, il n'y en a pas eu de compression l'an passé. Les gens ont eu les budgets et c'était au-dessus des coûts de maintien de service, puis ils ont eu ce qu'il fallait pour voir au service aux élèves. Il y avait l'enjeu des ETC, il y avait des enjeux sur le terrain. Entièrement Merci. d'accord, on les a Merci, réglés. Madame la ministre. Merci. Je céderai maintenant la parole au député de Gouin. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour, Madame la ministre. Je pense que mon micro ne fonctionne pas. Vous prenez soin de mon temps, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Il est ouvert. D'accord. Non, mais c'est lui qui est ouvert. Vous avez ouvert celui à côté de moi, monsieur. On l'entend très bien. Oui, vous m'entendez bien? J'espère, parce que ça va être super intéressant. Fait qu'il faut que oui, OK. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour tout le monde, chers collègues, l'ensemble des équipes également. Écoutez, on va avoir l'occasion, Madame la ministre, de parler de ce qui s'en vient en éducation, mais j'ai pas le choix de revenir un peu sur l'échange que vous venez d'avoir avec ma collègue de l'opposition officielle, c'est-à-dire revenir sur ce qui s'est passé en éducation l'année dernière. Vous venez de dire qu'il n'y a jamais eu de compression en éducation et que les investissements du gouvernement ont toujours couvert les coûts de système. L'an dernier, en 2025-2026, l'augmentation des dépenses de portefeuille en éducation était de 0,7 %. Je vous réfère à la page F58 du budget. Je suis contente qu'on ait... F58, le taux d'augmentation des dépenses de portefeuille en éducation, 0,7 %. Pouvez-vous m'expliquer dans quel univers une augmentation de 0,7 % ça couvre les coûts de système? Avec plaisir. Page F58, il faut prendre le budget qui a été déposé en mars 2025. En mars 2025, le budget de l'éducation était de 2,2 %. La page en 25-26. La page F58 fait référence au final. Le final, c'est la différence entre le budget qui a été effectivement et l'autre. L'enjeu, je vais vous le revenir, l'enjeu, c'est qu'en 2024, à la fin de 2024, parce que c'est toujours le probable. Hein? Quand on fait le budget de 2025, on n'a pas encore la dépense réelle de 2024. Donc, on fait ça sur la dépense probable de 2024 et la dépense probable de 2025. La comparaison était que l'augmentation du budget de 2025 était de 2,2 %. Ce qui est arrivé en 2024, la twist, si vous me permettez, c'est qu'il y a eu une augmentation du budget de 2,2 % par rapport à 2024. Donc ça, c'est clair, c'est fait, c'était canné. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a réglé beaucoup de conventions collectives vers la fin de l'année 2024 et on a versé dans le réseau d'éducation les rétroactions, les rétro-salariales, tout en 2024. C'est un peu comme quand vous recevez votre rétro, puis vous avez ça tout sur votre même rapport d'impôt, vous payez de l'impôt dans une année, mais dans les faits, on aurait pu la répartir 2022-2023. Ce qui fait en sorte que le budget de 2024 a été artificiellement augmenté des rétros. Donc, la différence entre 2024 et 2025 n'était plus de 2,2, mais de 0,7. Mais la réelle augmentation, c'est 2,2 si on fait fi des rétroactions qui ont été Merci, versées. Madame la ministre. Monsieur le député. Au final, les dépenses de portefeuille en 2025-2026 ont augmenté de moins d'1 % Non. par rapport à l'année précédente. 2,2. Madame la ministre, c'est dans votre budget, c'est dans vos documents. Cette information-là est écrite à la page F58 et vous nous dites ensuite, on a toujours couvert les coûts de système, on a toujours couvert l'inflation. Donc, si je comprends bien, selon vous, 0,7 % d'augmentation, ça couvre les coûts de système et ça Ce n'est accote pas l'inflation? selon moi.
Personne ne va être d'accord avec vous, Mme la ministre? Ben, j'ai beaucoup de respect. C'est peut-être pour ça qu'il y a un effet de compression. Non. Il y a un sentiment de compression. Non. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais à chaque fois que vous prenez un chiffre isolément dans le budget, on a eu cette discussion-là pour le 1 À un moment donné, on a prétendu que le budget du public était à 1 versus 3 au privé. Après ça, on a prétendu que c'était 2,2. Là, on prétend que c'est 1,57. On va y revenir. Chaque fois qu'on prend un chiffre isolément dans le budget, il faut être capable d'expliquer pourquoi on en est là. En mars 2025, la différence, l'écart de budget entre le budget de mars 2025 et le budget de mars 2024 était de 2,2 %. L'éducation a reçu une augmentation de 2,2 %. Par contre, pendant ce temps, les négociations en éducation se faisaient. Et quand on fait un budget, c'est sur le probable de 2024 et le probable de 2025. À la fin de l'année 2024, on a versé en masse dans le budget de l'éducation, puis là, on est venu y ajouter de l'argent en 2024, qu'il n'y a pas eu à dépenser, dont on ne l'a pas privé. C'était prévu dans le cadre financier des négociations. Mais c'est venu, sur une façon comptable, impacter le budget 2024. Donc, le réel de 2024 a été augmenté par les rétros de rémunération. Parce qu'on les a toutes versées sur la même année. On aurait pu les séparer sur 22, 23, 24 pour avoir les faits réels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation n'a pas juste reçu 0,7, a reçu 2,2, mais sur une base comptable, à la fin de l'année, ça faisait 0,7. Merci. Mais ils n'ont pas été privés d'argent. Donc, on comprend que le sentiment de compression qui a été vécu par tout le monde dans le réseau de l'éducation n'était qu'un sentiment. Vous me permettrez d'en douter parce que tout le monde qui travaille au quotidien dans le système d'éducation québécois, y compris par ailleurs les gestionnaires des centres de services scolaires, décrivent la dernière année financière comme une année extrêmement difficile où des choix crève-cœur ont été faits et où il a manqué d'à peu près tout dans nos écoles publiques. Puis le taux d'augmentation des dépenses de portefeuille tend à donner raison à ce que vous décrivez comme un sentiment de compression. Maintenant qu'on a fait ce retour en arrière, je veux parler de l'année qui s'en vient. Vous dites que quand j'utilise des chiffres, je n'utilise pas jamais les mêmes. En fait, j'essaie d'utiliser les chiffres qui réfèrent à ce dont je parle. Donc, quand je parle de l'augmentation des budgets des centres de services scolaires, j'utilise le chiffre qui correspond à l'augmentation des budgets des centres de services scolaires. Quand je parle, comme je l'ai fait ce matin, des mesures en aide alimentaire, j'utilise le chiffre qui réfère aux mesures en aide alimentaire. Quand je parle du taux des dépenses de portefeuille, j'utilise le chiffre qui réfère aux dépenses de portefeuille. Justement, en parlant d'aide alimentaire, dans le projet de règles budgétaires que vous avez fait parvenir au réseau de l'éducation à la fin du mois d'avril, on peut lire que la mesure 1390, anciennement la mesure 15012, que cette enveloppe budgétaire, donc, qui est l'enveloppe d'aide alimentaire envoyée aux écoles du Québec, va être indexée d'1,57 % cette année. Est-ce que, selon vous, une augmentation d'1,57 %, c'est suffisant pour couvrir l'inflation? Bon. Je vais quand même reprendre 30 secondes le fait que vous semblez laisser flotter, que je disais que c'était des chimères, que le sentiment de compression, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de compression, mais j'ai dit à votre collègue précédente qu'effectivement, par contre, la règle sur les ETC pouvait créer une compression et on l'a débarré, cette règle-là. Donc, il n'y avait pas de compression, mais il était à juste titre, alimenté par une règle budgétaire des ETC, le plafond, qui faisait effectivement un effet de compression. Mais sur le réel, l'éducation a eu ses budgets. Fait que je ne veux pas qu'on laisse flotter que je pense que les gens sur le terrain font des chimères et il y avait quelque chose, on l'a réglé. Ceci étant dit, l'aide alimentaire, pour répondre à votre question. L'aide alimentaire au Québec, bon, il y en a beaucoup d'aides alimentaires. Je pense qu'il faut aider les familles en difficulté, mais l'éducation, ça passe également par l'éducation. Bon, c'est le fait de plusieurs personnes, mais ça passe également par l'éducation. L'aide alimentaire au Québec, elle rentre dans nos écoles par plusieurs portes. En effet. OK? Elle rentre par la porte des règles budgétaires. Puis je pourrais aller sur le 1,57 plus précisément. Elle entre par la porte des règles budgétaires. Donc, cette année, c'est 61 millions qui va être alloué par la porte des règles budgétaires. Elle entre aussi par la porte du financement de groupes, pas de groupes, mais d'organismes
qui font de l'aide alimentaire dans les écoles. 18 millions pour le club des petits déjeuners, à titre d'exemple, et 8,8 millions pour la cantine pour tous. Et elle rentre aussi par la porte d'appel de projet, 14 millions. Fait qu'il faut regarder la globalité de l'aide alimentaire que les écoles vont recevoir. Madame la ministre, Oui, Madame la présidente, Monsieur le député. Madame la ministre, je connais tout ça depuis maintenant un moment. Mais la promesse de la première ministre, c'était pas la protection du financement des organismes communautaires. La promesse de la première ministre lors de sa campagne à la chefferie, c'était la protection des budgets en éducation. Le ministère de l'Éducation, dans l'argent qu'il envoie dans le réseau de l'éducation via ses règles budgétaires, a une enveloppe d'aide alimentaire. Cette enveloppe va augmenter d'1,57 %. D'abord, pouvez-vous me confirmer cette information-là? Bon. Cette enveloppe spécifique 13,90. La promesse de la première ministre pour le futur, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu, c'est de s'assurer que les services aux élèves sont financés correctement. Et le financement d'un service tel que l'aide alimentaire ne se fait pas juste par la règle budgétaire. Donc, c'est de l'argent qui va dans les écoles. C'est super intéressant. C'est juste que ma question, c'était pouvez-vous me confirmer que la mesure 13,90 aide alimentaire va être indexée de 1,57 % Présentement, oui ou non? Qui circule. Non, mais je m'excuse, Madame la Présidente, mais je pense que je peux répondre de la façon que je choisis à prier. Amplement le temps de le faire. Oui ou non, avec beaucoup de respect, je ne me limiterai pas à ça. Je vais quand même fournir des explications. Présentement, la règle budgétaire, le pourcentage qui est attribué, c'est 1,57, c'est ce qui circule, mais ça tient compte de plusieurs paramètres qu'il faut décomposer. Et en plus, il faut y ajouter les budgets d'aide alimentaire qui vont également dans les écoles par d'autres types d'enveloppes que cette règle-là. Fait qu'on ne peut pas dire que l'aide alimentaire est indexée de juste 1,57 si on fait fi de toutes les autres enveloppes. Madame la Présidente, est-ce que la mesure 13,90 aide alimentaire va être indexée de 1,57 %? La mesure aide alimentaire est présentement, dans ce qui circule pour consultation, est à 1,57. Merci. Mais elle doit se lire avec les autres enveloppes, Madame Parfait. la Présidente. Alors, est-ce que la mesure 13,60, qui concerne on parle des services aux élèves en difficulté, est-ce que cette mesure est également indexée d'1,57 %? Est-ce que la mesure 1360, le soutien aux élèves en difficulté, HDA, est-ce qu'elle est indexée et donc augmentée cette année de seulement 1,57 %? Je reviens là. Présentement, le taux des règles budgétaires, puis il y a des nouvelles règles budgétaires là-dedans qui n'existaient pas avant. Il y a des nouvelles enveloppes qui n'existaient pas avant auxquelles on ne peut pas comparer. Le taux d'indexation ou le taux de 1,57 % dans quelques règles budgétaires ou dans certaines règles budgétaires fait référence à plus que l'inflation. Ça fait référence aussi aux clientèles. Ça fait référence. Donc, l'idée, là, c'est qu'on regarde les besoins sur le terrain. Et je peux ici affirmer aujourd'hui que 3 % là, c'est ça qui est disponible pour l'éducation et c'est ça qui va être distribué. Maintenant, les règles budgétaires, ce sont des règles comptables. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire des regroupements qui vont permettre également d'avoir plus de flexibilité au réseau. Puis si vous voulez qu'on vous explique le 1,57, on pourrait passer la parole, Madame la Présidente, à un collègue. J'ai une question pour poursuivre l'échange. Vous avez finalement fini par me répondre oui à ma question factuelle. Est-ce que la mesure d'aide alimentaire 13,90, qui est la mesure d'aide alimentaire du ministère de l'Éducation, sera indexée de 1,57 %, ce qui est sous l'inflation? Vous avez fini par me dire oui. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Donc, je vous repose là, la même question, aussi simple que la précédente. La mesure 1360, qui concerne, je répète, le soutien aux élèves en difficulté, les élèves HDA, cette mesure spécifiquement, pouvez-vous à nouveau me confirmer qu'elle sera indexée d'1,57 %? Mais c'est parce que à un moment donné, le mode de transfert de l'argent, qui est un mode comptable du ministère vers les réseaux et les centres de services scolaires, n'est pas tributaire, n'est pas l'indication de l'augmentation du budget. L'augmentation du budget, c'est la page F60. Le 1,57, c'est ce qu'on a présentement sur la table et qu'on va distribuer a priori. Mais il y a plein d'affaires là-dedans. Puis on s'ajuste en cours d'année avec les clientèles. Je vous pose la question
question sur une mesure. Il n'y a pas plein d'affaires. C'est une mesure. C'est parce que celle du soutien aux élèves en difficulté. Le taux est établi en fonction d'une multitude de facteurs. Et ça, c'est ce qu'on va verser a priori. Et après ça, on s'ajuste avec les centres de services scolaires au fur et à mesure. S'ils ont plus de clientèle, s'ils ont plus de ci. Fait qu'ils vont, moi, je veux juste dire, ils vont l'avoir, l'argent nécessaire pour couvrir les coûts de maintien de service. Il faut faire attention parce que là, on prend des règles comptables, des règles de transfert d'argent, et on en fait une règle comme c'est, oh mon Dieu, c'est écrit 1,57. Donc, la page F60 ment. Non, la page F60, Madame la ministre, vous savez très bien, ça réfère à l'ensemble des dépenses de portefeuille. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a l'entretien des infrastructures, il y a des transferts au privé, il y a du transport scolaire. Il y a plein de choses là-dedans. Moi, c'est pour ça que je prends des enveloppes précises, parce que c'est elles qui nous indiquent ce que les élèves vont recevoir dans les écoles. Vous avez fini par reconnaître que l'indexation de la mesure d'aide alimentaire, c'était à 1,57. Je vous pose juste la même question pour la mesure 1360, qui est le soutien aux élèves en difficulté. Et là, vous semblez avoir de la difficulté à me faire la même réponse que vous venez de me faire. Je vous repose une dernière fois cette question-là. Puisqu'on le lit là, à la page 7, 1,57 à côté de l'aide alimentaire. On le lit également à côté de 1360, soutien aux élèves en difficulté. Pouvez-vous me confirmer que c'est la bonne information? Bon. Merci. Votre temps est écoulé, Monsieur le député de Gouin. Je passerai la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Je laisse les échanges se faire fluidement sans nécessairement passer par la présidence, mais je vous demanderai pour le journal des débats d'être prudent, de ne pas parler l'un sur l'autre.